Pour ce qui est des équipes qu'on attendait en playoff et bien entendu qui ne sont pas arrivées. Donc voilà un peu. On va faire le point sur ces équipes dans la première partie de cette émission. On va donc commencer par la conférence Est, mesdames et messieurs. Alors on rappelle, vous le savez, LeBron James a quitté la conférence Est, il est allé à l'Ouest. On connaît le résultat, on va pas refaire l'histoire de LeBron James sur le parquet de la radio ce soir, mais quand même, il faut quand même reconnaître que on va pas dire que c'est à cause de, quoique on pourrait le dire, hein, le Doc NP et Missy nous le diront, ils vont me confirmer ça. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le départ de LeBron James qui a occasionné autant de surprises dans la conférence Est? Autant de surprises et de très très bonnes surprises, mesdames et messieurs. On va en parler. Alors la première surprise, je crois qu'il faut quand même, on va leur donner leur café. Hein. La première surprise, je ne suis pas certain que beaucoup auraient donné le titre de la conférence Est aux Bucks de Milwaukee. Ça, je n'en suis pas certain. On les aurait classés sûrement parmi les 4 meilleures équipes de l'NBA, mais champion à l'Est, je ne suis pas certain. Le Doc NP, est-ce que tu faisais partie qui mettait les Bucks champions, toi? Non, pas du tout. Top pas 4, ouais, et même deuxième, je les voyais pas deuxième. Hein. Même deuxième. Parce que là, tu parles de la NBA entière en plus, Phil. Tu parles même. Parce qu'à l'Est, ils sont premiers, mais ils sont premiers de toute la ligue. Ouais, ils sont premiers de toute la ligue, ouais, c'est vrai. Je les voyais top 4. 60 victoires, c'est la seule équipe à 60 victoires pour 21 défaites de Doc NP. Voilà, donc je les voyais ni premier de l'Est, ni deuxième de l'Est, et encore même moins parmi les 5 premiers de la NBA. Donc c'est la surprise numéro 1, le top 1, on va dire ça comme ça. Vas-y. Oui, on a envie de dire, c'est la belle surprise. C'est la vraiment belle surprise parce que au-delà de tout ce qu'on nous raconte et de tout ce qui est actuellement, il faut réunir X personnes, X All-Star ou X Superstar pour pouvoir gagner. C'est une équipe, quand ils ont viré Jason Kidd, on était sur le cul. Excusez-moi de l'expression à cette heure, mais on était bouche bée. On se demandait qu'est-ce qu'ils font. Et en construisant autour d'un mec, en recrutant un autre, un bon mercenaire revanchard, un meneur qui veut plus jouer là-bas mais qui est très bon, ils collent des morceaux ensemble et on se rappelle donc au final que l'année dernière, par la jeunesse et par le fait que Boston a tenu son parquet inviolé tous les playoffs, c'est que à Boston qu'ils ont perdu au Game 7. Et que normalement, avec leur équipe déjà de l'année dernière, ils pouvaient prétendre à une finale NBA. Donc, quand on se rappelle de ça et qu'on se dit que l'année-ci, ils reprennent un autre mercenaire, des Mirotic qui traînent, des Gasol, ils gardent leur ossature et ils travaillent. Après, on se dit finalement, c'est ça le basket. C'est comme ça la NBA, c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça a été, comme nous, les plus anciens, on a vu des constructions d'équipes dans les années 80, 90, 2000. C'est comme ça que ça doit être. C'est le modèle ultime, c'est le plus beau modèle. Voilà pourquoi je dis c'est la plus belle surprise. Parce que il n'y a pas eu, je cherche qui veut jouer avec moi. Est-ce que LeBron veut venir? Est-ce que Kevin Durant veut venir? Est-ce que Paul George? Non. Il y a eu, on a Giannis, il nous manque un pivot, il nous manque un meneur. On va coller, on va mettre un ailier en plus. Et voilà comment une belle équipe se construit. Eh oui, une très très belle équipe. Missy, la surprise des Bucks de Milwaukee, 60 victoires pour 21 défaites. Est-ce que tu as envie d'attribuer cette performance à l'absence du King? Non, il ne faut pas l'attribuer. Giannis était déjà bon, même le saison passé. On dira qu'on ne saura jamais ce qu'il en aurait été si LeBron était resté aux Cavs. C'est ce qu'on dira. Non, on peut pas être les six. Même la saison où ils gagnent le titre, les Cavaliers, ils sont quoi, 55 matchs. Ils sont pas beaucoup plus loin. Oui. Aujourd'hui, c'est pas tant le nombre de matchs. Donc pour toi, c'est les Bucks une véritable, une bonne surprise de les voir au top de la ligue. Toi, tu n'aurais pas parié sur les Bucks au top de la ligue, toi?
les Bucks au top de la ligue, on n'aurait pas parié dessus, certes. On voyait plus quelque chose comme les Celtics, un peu plus les Raptors, mais c'est aussi du bon coaching, les Bucks. Avec Mike Budenholzer. Mike Budenholzer qui avait fait un très très bon boulot à Atlanta. Il est arrivé aux Bucks. On retrouve là tous ces bons assistants coach qui ont été à la bonne école chez Greg Popovich. Voilà. On retrouve tous les bons assistants coach. C'est un très bon coach. Ce qu'il a surtout, c'est qu'en arrivant aux Bucks, il a convoqué Giannis, il a convoqué tous ses joueurs pour vraiment que l'alchimie ait lieu. On sent cette équipe des Bucks aujourd'hui plus une équipe. Et puis ils ont fait les bons trades en se débarrassant notamment des joueurs comme Anton et tout ça. Certains joueurs, des nouveaux sont arrivés, il y a Mirotic. Bon, maintenant il leur faut la santé pour aller au bout déjà. Cette année, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils ont regardé chacune des meilleures équipes de cette ligue. Yeux dans les yeux, ils peuvent gagner contre tout le monde. Et ça, c'était peut-être un peu moins le cas l'année dernière. Et puis, Giannis a énormément pesé sur le jeu. C'est quand vous avez un joueur aussi dominant, il doit vous porter. Mais maintenant, le danger avec ça, pour Giannis, il n'y aura pas de danger par rapport aux playoffs. Il fera ses statistiques. C'est maintenant les équipes adverses, ils vont prendre une option toute simple. Giannis, on ne peut pas l'attaquer, on va le laisser. Mais ceux qui vont attaquer, c'est tous vos joueurs. Les autres, il va falloir que le supporting soit présent, omniprésent. Parce que eux, pour le coup, ils vont beaucoup souffrir. Parce que ça sert à rien. Ça sert, essayer de gêner, limiter un peu Giannis. On reviendra là-dessus, parce qu'on va reparler des Bucks tout à l'heure. Vas-y vers ta conclusion sur le thème de la bonne surprise et après on va passer à notre équipe. Vas-y. Parce qu'on va reparler des Bucks dans le dossier, dans un autre dossier tout à l'heure. C'est certes une bonne surprise, mais pas tant que ça. C'est l'équipe qui a été bonne du début de saison jusqu'à la fin de saison. D'accord. Le problème, beaucoup d'équipes qu'elles ont eues, y compris même les Raptors, c'est les équipes qui n'ont pas été bonnes du début à la fin de saison. Certaines équipes qui étaient très bonnes, comme les Raptors, en première partie de saison, font fait une deuxième partie de saison plus que moyen. Les Celtics, qu'on se disait, ils vont se réveiller un peu dans la deuxième partie de saison. On les a pas vraiment vus, on les a vus énormément fébriles. Les Bucks ont vraiment tenu leur rang. Voilà. En passant à une autre équipe, cette fois, on reste dans la conférence Est. On reste dans la conférence Est avec le Doc ONP et Missy. Alors, le Doc ONP, j'ai envie qu'on félicite ce soir le Magic d'Orlando, le Doc ONP. Le Magic d'Orlando qualifié pour les playoffs NBA pour cette saison 2018-2019. 41 victoires pour 40 défaites, le Doc ONP. Le même bilan que les Nets de Brooklyn. Encore une bonne surprise, le Doc ONP. Le Magic d'Orlando. 7 ans. J'ai envie de dire. Je crois que ça fait 7 ans d'absence. Ça doit faire plus de 7 ans, au moins 7 ans d'absence du côté du Magic d'Orlando. On n'avait pas vu le Magic depuis au moins 7 ans. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Doc, vas-y. Vas-y, le Doc. Mais moi, j'ai plus envie de dire enfin une bonne conclusion. De leur pas une bonne saison, parce que c'est une équipe qui a les joueurs qu'il faut. Donc au niveau roster, ils sont lésés un petit peu comme Brooklyn. C'est une équipe qui a les joueurs qu'il faut. C'est une équipe qui a peut-être donné trop d'argent à certains. Mais à la base, vu la concurrence de cette conférence, ils ont les joueurs qu'il faut. Ils n'ont peut-être pas le top 5 de la conférence, mais ils ont de quoi aller titiller les autres, voire logiquement, on les attend. Et enfin, la confirmation, c'est le mot que je cherchais. Parce que Phil, depuis quelque temps, quand tu réussis à avoir quand même une ossature de Vucevic qui est
est sûrement le deuxième meilleur pivot de cette conférence Est. On l'a vu, il est All-Star maintenant. Et que tu as Aaron Gordon qui est passé du dunker depuis 2 ans. Il est passé du dunker à un joueur très complet. Mais surtout, tu as donné beaucoup d'argent à Evan Fournier et DJ Augustine. Après, ils ont racolé Terrence Ross qui est venu de Toronto, si je me rappelle bien. Mozgov n'est pas là. C'est là où on avait peur pour eux. Parce que ramener Mozgov et espérer compter sur lui, mais il se blesse, on avait peur pour eux. Et au final, ils s'en sortent bien. Mais sinon, sur le papier, avec Mo Bamba en plus pour l'avenir, pour moi, leur effectif, leur 5 entrants surtout, est l'un des meilleurs de la conférence. Peut-être pas meilleur, je précise, top 4. Hein. Non. Mais donc, pour moi, je suis très content qu'ils aient confirmé. Et enfin, parce que c'était une équipe défensivement très fragile. Orlando, ceux qui le regardent depuis l'année dernière, ils mettaient des 125 points. Il y a des matchs qui mettent des 120, 125, mais ils prenaient autant, voire plus. Donc cette année, ils ont été fragiles défensivement, mais à des moments, ils ont su élever leur niveau défensif, surtout face aux petites équipes. J'ai regardé un petit peu, Orlando n'a pas perdu contre les petits. Ils ont beaucoup perdu contre les poids lourds, mais une fois qu'ils avaient les petits, et c'est souvent ça se joue à ça. Tu peux perdre contre plus fort que toi, mais ne fais pas l'erreur de laisser des points contre les plus faibles. Et eux, ils ont fait le boulot. Quand il y avait plus faible qu'eux, c'était des écarts. Je ne sais pas si vous vous rappelez en plus, le jour où Philadelphie, on a commenté en direct, Philadelphie était sans Jojo Embiid. Ouais. J'avais dit, avec Orlando, tu peux prendre un écart de 15 points en 5 minutes. Ça va très vite avec eux dès qu'ils ont leur adresse. Donc ce jour-là, il n'y avait pas Jojo Embiid. Ils en ont profité. Ils ont creusé l'écart. Donc c'est un petit peu ce genre de match qui les qualifie. Hein. Moi, c'est de mon analyse, ils ont profité de ce qu'on leur a donné comme cadeau. Alors que il y a des équipes qui n'ont pas su le faire comme Miami. Miami, ces derniers matchs, a perdu contre des plus faibles parfois. Et c'est comme ça qu'ils le payent maintenant. Eh oui, le Magic d'Orlando. Le Magic d'Orlando, cette équipe qui avait démarré à l'époque avec... elle avait démarré avec Shaq, non? Avant Shaq... non, elle avait démarré bien avec Shaq. Oui, c'est une équipe... Elle avait démarré avec Shaq. Non, mais c'est pas ça? Avant Shaq, il y avait eu déjà... C'est une équipe créée un peu avant, mais Shaq fait partie C'était en 94, non, qu'elle est sortie cette équipe-là, non? Si mes souvenirs sont bons. Un peu avant. D'accord. Oui, juste un peu avant. D'accord. Missy, comment tu réagis à cette belle surprise aussi? Le Magic d'Orlando, au moins 7 ans d'absence, et on est heureux de les voir en play-off. On est heureux de les voir, on se souvient d'eux, les finales avec Doc Rivers. Ouais. Le Magic était en finale, hein? Oui. Avec Doc Rivers et tout ça. Donc c'est une très bonne franchise. Comme le disait Simon, justement, on avait dit au deuxième, vous vous souvenez qu'on avait les débats tout le temps, Simon? On disait toujours oui, de toute façon, on pourra se rattraper à la deuxième partie de saison. Avant même que je n'entre dans le débat sur Orlando, ça veut dire que la deuxième partie de saison a été énormément décevante pour beaucoup d'équipes. Ceux qui se qualifient comme les Boston avaient fait quelques réserves. Mais si on regarde justement le match qui a qualifié Orlando, Boston avait 14 points d'avance. Mais le Magic n'a rien lâché, s'est accroché et est venu taper Boston. C'est une équipe très accrocheuse. Et puis, tu te souviens quand, Simon, tu disais, pendant une période, là, Evan Fournier, il n'était pas bon. Mais depuis quelques matchs, là, il a remis la main dessus. Oui. Bon. C'est quand lui, il a remis la main dessus, la machine tourne. Parce que dans cette équipe, l'avantage qu'ils ont par rapport à d'autres équipes comme Miami et tout ça, c'est que quand tout le monde fait son boulot, ils gagnent. Même des équipes comme les Toronto Raptors, les Raptors, ils les ont joués, mais ils ont été vite fait à la ramasse. Avec cette équipe, ils peuvent facilement vous avoir. Parce que, en fait, si vous voulez, les équipes comme les Knicks qu'on a citées, même Orlando, on peut les mettre dans le même panier. C'est des équipes qui font tourner le ballon.
qui jouent, qui disent que le sport est un sport collectif. Un sport d'équipe. Quand tout le monde fait des petits travaux, parce que ce qui vous fait gagner, c'est pas que quelqu'un va scorer, c'est que tout le monde va au charbon. Et les Nets, Orlando, c'est les équipes qui charbonnent tout le temps, ils lâchent rien. Même quand ils sont dans les dernières minutes, à Boston, ils étaient menés de 14 points. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient perdre. Ils font face. Parce qu'en plus, comme tu l'as dit, avec un Vucevic là, All-Star, on voit tout ce qu'il a fait de très bien cette année. Il a porté cette équipe vraiment. Tout le temps qu'il a porté cette équipe, maintenant ses coéquipiers sont en train de se dire tout est possible. Quand vous commencez à gagner, mais vous vous dites tout est possible. Il faut qu'on continue. Et puis leur calendrier de fin de saison, il n'est pas forcément très avantageux. Mais c'est que, bon, certaines équipes laissent quelques joueurs au repos. Mais eux, ils y vont franchement. Ça veut dire que quand on regarde cette fin de saison, pour beaucoup d'équipes, celles qui ont fait des milieux de saison catastrophiques, ça s'est joué en fait en amont. Nous, on pensait que ça allait se jouer dans la deuxième partie, mais pour beaucoup d'équipes, ça s'est joué en amont. Parce que dans la deuxième partie, il y a beaucoup d'équipes qui ont dormi. Les équipes comme les Miami et tout ça, ils avaient leur destin en main. Quand vous avez votre destin en main, vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Comme disait Ivan Fournier, il disait tous les jours, je regarde le classement. En fait, il fallait compter. Eux, ils avaient moins de chance parce qu'il fallait attendre qu'ils comptent sur un faux pas de Miami. Pendant ce temps-là, il faut gagner. Donc c'est venu comme ça. Mais on ne peut pas leur retirer le mérite que eux, ils se sont battus, ils gagnaient leur match. Mais les autres, il fallait qu'ils fassent pareil. Voilà. Pour cette belle équipe du Magic d'Orlando. On va continuer avec une autre. Alors je crois qu'on va. On va aller à la conférence Ouest. On va aller à la conférence Ouest, sauf si parce que j'aimerais bien qu'on reste dans le cadre des bonnes surprises. On passera ensuite aux mauvaises surprises, c'est-à-dire aux équipes qui nous ont déçus. Est-ce que pour les bonnes surprises en conférence Est, vous avez envie de parler d'une autre équipe? Le Doc NP, tu parlais des Nets, tu en avais déjà parlé dans les Big Up. Est-ce que tu as envie de parler d'une autre équipe en conférence Est? Indiana. Ouais, à part faire aussi un petit clin d'œil aux Pacers qui ont su rebondir. Sans Victor Oladipo. Ouais. Sans Victor, mais ça voyait déjà que leur construction d'équipe, comme je le disais, rappelle-toi, pareil, j'insiste sur ça, ce sont des modèles de construction d'équipe où on n'est pas là juste pour viser quelles sont les grosses stars qui sont libres et tout. Ils avaient déjà une qui était même une star de deuxième zone parce qu'il venait de OKC. On savait qu'il était fort quand il était à Orlando, mais il revenait de OKC. Ils ont misé sur lui, mais autour de lui, ils ont quoi? Ils ont gardé le prometteur Miles Turner, Thaddeus Young aussi en 4. Et après, ils ont mis des joueurs revanchards. Tyreek Evans, Wesley Matthews. Ce sont des joueurs revanchards. Bogdanovic, on le sait en Europe, Bogdanovic a porté toute une nation, voire mieux que ce que Doncic fait. Bogdanovic, c'est en Europe ici, c'est un dieu vivant. Donc, et d'ailleurs, c'est le meilleur marqueur de leur équipe, mais depuis que Oladipo n'est pas là. Donc, ils ont construit avec des joueurs revanchards, des joueurs qui veulent prouver quelque chose en NBA. Et après la blessure de leur star, ils se sont réunis, ils ont dit on va le faire. Et moi, je trouve ça bien, ce genre d'équipe, comme les Bucks, je suis pratiquement sûr qu'avec Oladipo, Indianapolis sème le trouble dans les 4 premiers. Oui, là, déjà, ils sont que je suis pratiquement sûr qu'ils sèment le trouble. Et rappelez-vous, l'année dernière, une fois de plus, c'est la seule, avec Boston, c'est les seules équipes qui ont poussé quand même LeBron James au Game 7. Et on le dit, hein, sans ce goaltending qu'il y avait sur Oladipo, les Pacers passent. Les Pacers passent la saison dernière, ça s'est joué à un goaltending qui n'a pas été sifflé. Donc, franchement, chapeau à eux d'avoir tenu même quand leur... ils ont joué leur meilleur basket. Ouais. Mais si tu as une équipe à laquelle tu penses pour le point positif, aussi à l'Est, ou bien on peut enchaîner? C'est la même chose. C'est la même chose.
D'accord. Il a tout dit, c'est Indiana. Sur les Pacers d'Indiana, oui. Une bonne surprise, les Pacers. Et on voit un très bon Miles Turner cette année. Le Miles Turner qu'on veut voir. Lui-même, il dit d'ailleurs, je peux être candidat au meilleur défenseur cette année. Hein. Bien sûr. Il se compte quand même parmi les meilleurs défendeurs. Il a été très très bon. Il a fait une simplification de son jeu. Il défend beaucoup mieux, joue beaucoup mieux au basket. C'est ça. Hein. Quand Bien vous sûr. êtes dans cette ligue, c'est pour durer. Et les Indiana Pacers ont montré que sans même Oladipo, ils peuvent jouer. Hein. Donc il ne faudra pas, les Celtics, il ne faudra pas qu'ils les prennent à la légère. Hein. Oui, c'est clair. Donc voilà un peu pour cette conférence Est avec ces bonnes surprises, les Bucks de Milwaukee, les Nets de Brooklyn, les Pacers d'Indiana, non je vais aller en ordre, hein. Les Bucks de Milwaukee, voilà, les Pacers d'Indiana, les Nets de Brooklyn et le Magic d'Orlando, les bonnes surprises de cette conférence Est. On va au niveau de la conférence Ouest et pour enchaîner avec les bonnes surprises, on va d'abord rappeler le contexte. Hein, le contexte avec l'arrivée de LeBron James aux Lakers de Los Angeles, le renforcement de toutes ces équipes. Et on se souvient, hein, on parlait déjà en début de saison, on disait que la conférence Ouest allait être carrément une NBA à part entière, hein, une féroce lutte, une véritable guerre des tranchées pour ces équipes qui arriveraient à se qualifier pour les playoffs. Et on le disait, hein, que chaque victoire, chaque défaite allait compter. Donc voilà, on met déjà à plat le contexte de cette conférence Ouest qui n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe à l'Est. Et voilà, on va commencer on commence par les bonnes surprises, comme je l'ai dit. Alors, les bonnes surprises, j'ai envie de mettre qu'est-ce que tu dis, Missy? Les bonnes surprises, c'est Denver, hein. Laisse-moi d'abord commencer. Laisse-moi commencer, après je te ferai la passe tout à l'heure. J'ai envie de commencer d'abord par les Blazers de Portland. Pourquoi? Parce que les Blazers de Portland, moi personnellement, je ne les attendais pas aussi bien. Les Blazers de Portland, 4e de cette conférence Ouest, 51 victoires pour 29 défaites. Il faut quand même leur tirer un coup de chapeau à ces Blazers de Portland. Donc, Wenpi, qu'est-ce que tu en penses, personnellement? Oui, ils nous ont tellement déçus les saisons précédentes que on les a toujours à l'œil, eux. Et ils ont connu encore pas mal de pépins, mais ils ont tenu. Et franchement, moi, intimement, avant la blessure de Nurkic, je les voyais comme ceux qui vont perturber et voire surprendre l'un des cadors, parce que tel qu'ils avaient fait le recrutement en renforçant avec Kanter, avec Rodney Hood, ils ont ramené vraiment des vrais mercenaires capables de leur faire franchir la demi-finale de conférence. Surtout que Lillard, et cette année McCollum était en feu. Cette année McCollum a fait une saison, on se demandait entre Lillard et lui quel est le patron offensif parfois. Et malheureusement, cette blessure de Nurkic, d'un côté, ça les raffaiblit parce qu'il y a des gens assez lourds dans les raquettes de la conférence Ouest. Mais d'autre part, maintenant, on attend moins d'eux. Moi, je dis, on attend moins d'eux. Et c'est peut-être là qu'ils vont nous surprendre agréablement. Ils ont moins de pression. Ils ont perdu un joueur important, le 3e élément de leur équipe. Donc, j'ai bien envie de... La série contre Utah, qui se précise, sera peut-être la plus belle série, hein, celle qu'on voit, parce que ce sera la plus serrée. Maintenant, j'ai hâte de voir ça et je suis plutôt content de Portland. De Portland, les Blazers de Portland. Voilà, on enchaîne. Alors voilà, je vais rejoindre donc la réflexion de Missy, en tout cas le positionnement de Missy avec les Nuggets de Denver. Quoique pour les Nuggets de Denver... Missy, excuse-moi, je t'ai coupé. Ton avis sur les Blazers aussi là-dessus, avant qu'on parle des Nuggets, les Blazers de Portland. Qu'est-ce que tu as envie de dire de Portland, moi, c'est pas leur positionnement en tant que tel 4e. Vas-y. Je veux voir cette équipe des Blazers au playoff. Oui. Meilleure, en tout cas, que l'équipe impuissante que j'ai vue l'année dernière face aux Pelicans.
Ils ont quand même pris 4-0, pris l'eau de toutes parts et n'arrivaient pas à jouer. Elle était méconnaissable au play-off. Pour moi, le play-off, les playoffs, c'est toujours le juge de paix. C'est là où on vous voit bon, moins bon. C'est les playoffs qui disent qui vous êtes. Maintenant, quant à ce qui est au fait qu'ils soient quatrième, généralement, c'est pas vraiment très, très surprenant. Pas vraiment, puisque les saisons passées, ils se sont soutenus entre la 4e et la 5e place. Donc ils ne sont pas beaucoup. En saison régulière, ils peuvent le faire, ça. Mais maintenant, pour eux, vraiment, pour qu'on les valide, on va attendre les playoffs. D'accord. Alors, Chenon, tu gardes la balle. Hein, ici, on parle de Nuggets Denver. L'autre bonne surprise de cette conférence Ouest, les Nuggets de Denver qui sont classés deuxième de cette conférence Ouest. Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir à ce classement? Les Nuggets qui sont aussi quelque part dans une continuité, puisqu'on le rappelle, la saison dernière, ils étaient déjà très très bons, les Nuggets. Je crois qu'ils sont vraiment dans une véritable continuité au niveau de leur performance. Missy. L'année dernière, il faut juste que je refasse le film. Vas-y. C'était déjà la deuxième saison de suite, je crois. Il a fallu attendre le dernier match. C'est le dernier match joué face aux Minnesota Timberwolves qui les élimine de la course au playoff, qui décide de leur sort. Et puis cette année, ils sont revenus bien mieux. Ils se sont dit... 53 victoires pour 27 défaites, Missy, cette saison. En tout cas, pour l'instant. Oui, voilà. C'est pour cette moi, saison régulière. C'est clairement pour moi l'une des meilleures progressions cette année. Ouais. Si y avait pour désigner l'équipe qui a le plus progressé d'une saison à l'autre, c'est eux. En même temps, ils ont été quasiment là du début à la fin. Même si vers la fin, on les sent un peu moins bons, ils ont perdu des matchs. Mais en fait, vous savez où est-ce qu'ils ont assuré leur qualification? Non, dis-nous. C'est dans leur très bon début de saison. C'est dans tous ces matchs-là qu'ils ont gagné au début. Et on doit dire que eux, ils se sont mis à l'abri. En fait, dans les premières parties de saison, deuxième partie de saison, ils ont été juste un petit peu moins bons. C'est vrai que les Warriors sont premiers devant eux, mais on n'a pas l'impression que les Warriors, on a l'impression même que les Warriors ont été un peu plus mauvais qu'eux. Ouais. Missy, vas-y. Une coupure de la part de Missy. On n'entend pas. Le doc, est-ce que tu m'entends, toi? Tu m'entends bien, non, le doc? Oui. Missy qui a un souci avec son micro. Le temps que l'on rattrape Missy, le doc ONP, on revient un peu sur ce classement pour enchaîner avec les bonnes surprises, le Doc ONP. Doc ONP, j'ai envie de classer aussi au niveau des bonnes surprises, j'ai envie de classer les Kings de Sacramento, le Doc ONP. Les Kings de Sacramento, pourquoi? Les Kings qui sont 9e de la conférence Ouest, 39 victoires pour 42 défaites. Ils étaient à quelques mètres, on va dire à quelques victoires de ces playoffs, le Doc ONP, les Kings de Sacramento. Qu'est-ce que tu penses de mon choix? Les Kings, moi, ça fait partie des jeunes équipes qui, par exemple, tu mets les Kings en conférence Est où c'est moins relevé pour la 8e. Pour moi, ils peuvent faire ce que Brooklyn a fait. Ça fait partie des jeunes équipes talentueuses qui, comme Phoenix, pour moi, ont l'avenir devant eux, comme les Lakers pouvaient l'avoir, parce que les jeunes des Lakers, on l'a parlé toute la saison, n'ont rien à leur envier, sauf qu'il y a eu des perturbations, mais les Kings, leur construction d'équipe aussi, elle fait plaisir à voir parce que ils ont utilisé les drafts, ils ont plutôt bien utilisé. Bagley 3 a pas fait toute la saison, sinon je pense qu'ils auraient pu espérer plus. Et à l'instar de Phoenix, Phoenix a eu trop de blessés. Les meilleurs joueurs se sont trop blessés, mais je pense que ça fait partie. C'est un peu le même style d'équipe, de jeunes talentueux, capables de déranger les plus forts.
Et malheureusement pour eux, ils sont dans la conférence la plus forte. Et cette conférence, déjà être 9e devant les Timberwolves, être 9e devant les Pelicans et devant Dallas et autres, c'est déjà très très bien ce qu'ils ont fait. C'est déjà très 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 bien. Il faut le souligner parce que devant eux, il y a des grosses écuries et derrière eux, il y en a aussi des très grosses. Donc oui, moi, c'est une belle surprise. C'est une belle surprise. Voilà. Oui. Missy, on t'avait coupé, on t'avait coupé. On n'entendait plus ta voix. Est-ce que tu peux enchaîner sur ce que tu disais et tu parlais des Nuggets Denver. Missy, tu concluais? Je disais juste par rapport aux Nuggets, c'est que après la saison dernière, ils ont compris que les choses ne doivent dépendre uniquement que de vous. Oui. Donc la belle saison qu'ils ont fait, c'est à saluer pour ça. Le destin de chacun d'entre nous est entre nos mains. Oui. Donc on doit prendre les choses nous-mêmes en main. C'est très bien ce qu'ils ont fait. Et maintenant pour l'autre, les Kings de Sacramento. Oui. Pour les Kings de Sacramento, ils ont très très bien joué, mais il y a beaucoup de matchs qu'ils ont perdus dans le Money Time, vraiment. Dans les derniers instants, oui. Non, il y a toute la série de matchs là où ils avaient fait face aux Warriors, ils ont posé énormément de problèmes aux Warriors et ils perdaient toujours dans les dernières secondes du match. C'est là où on voit que l'expérience, ils l'ont pas encore. Mais vont se servir de tout ça. Ils ont les très très bons joueurs, les Buddy Hield, qu'on a vu très très bons. C'est une bonne équipe. C'est une équipe scoreuse. Il faut maintenant qu'ils se tournent vers l'avenir. Ouais. Peut-être un ou deux vétérans qui vont compléter. Mais ceci ne retire rien parce qu'ils sont allés titiller les meilleures équipes. Il leur manque un peu ce petit truc en plus, c'est le close the game. Oui. Comme on dit, savoir fermer les matchs. Il y a beaucoup de matchs, s'ils avaient su les fermer, ils seraient peut-être 7e ou 6e. Hein. Oui. Ah oui, hein, parce que même Simon, il peut le dire, combien de matchs que nous on a vu comme ça où ils avaient perdu sur le fil. Il y en a énormément. Hein. Oui, je sais pas quand on faire le compte, on va voir. Hein. Voilà. Allez, on enchaîne, les amis. Alors, le Doc N.P, qu'est-ce que tu veux dire? Une petite parenthèse, je disais, j'ai pas mentionné les Nuggets parce que, si vous vous rappelez, en début de saison, moi j'avais déjà annoncé, tel que je voyais leur équipe, qu'ils auraient une place en play-off sûre. Il y a quelqu'un qui va sauter, je l'ai dit et répété. Les 8 derrière, quelqu'un allait laisser sa place aux Nuggets. Parce que c'était déjà une hérésie qu'ils ne soient pas allés l'année dernière, vu leur jeu. Mais par contre, être deuxième, c'est vrai que c'est là la belle surprise. Qualifié pour playoff, moi, je les voyais dans les 5. Tellement j'avais vu comment ils ont construit cette équipe, comment elle était belle. Et là, maintenant, mais je comptais aussi pour ce Michael Porter Williams, ce Michael qui est blessé là. Oui, Michael Carter Williams, oui. Ouais, donc... malheureusement, mais voilà, ils ont réussi. Hein. Même s'ils ont l'air parmi les 3 premiers des plus fragiles, attention à eux parce que une équipe très très complète. Le match de ce soir en déplacement à Utah, ça va être du venez voir. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Alors pour les équipes, pour les bonnes surprises en conférence Ouest, est-ce que vous voulez penser à une autre équipe? Donc N.P, est-ce que tu penses à une équipe en particulier pour les bonnes surprises? Non, pas vraiment. Franchement, les Cadors sont plutôt là. Ils sont là. Maintenant, Utah, moi, j'ai bien envie de dire que Utah a confirmé tout le bien qu'on pensait d'eux. La saison dernière, on les a sous-estimés. En play-off, ils ont montré qu'ils ont une vraie équipe. Et cette année, ils ont confirmé qu'ils font partie de la conversation, au moins pour la qualification. Moi, je l'avais dit quand ils étaient 13e au mois de novembre. J'ai dit, réservez une place déjà pour Utah parce qu'ils vont revenir. C'est impossible qu'une équipe si bien construite mais aussi dure du poste. Pour moi, c'est l'équipe la plus physique du 1 au 3. Du poste 1, du poste 5 au 3. Gobert, Favors et Crowder, c'est du physique. C'est une équipe défensive terrible. À domicile, ils sont presque imprenables. Et
Et voilà, donc je suis content qu'ils aient confirmé. Et attention à eux en playoff. Portland contre eux, ça va être du lourd. Ça va être du lourd. Et puis on a retrouvé le bon Mitchell qu'on avait vu notamment au playoff l'année dernière. Ouais, Donovan Mitchell. Un beau Donovan Mitchell, un très bon Donovan Mitchell avec les Nuggets avec le Jazz d'Utah. Donc voilà, pourquoi je pense aux Nuggets de Denver. Voilà, passons aux mauvaises surprises. Les mauvaises surprises, les équipes qui nous ont déçus cette saison. On va commencer par la conférence Est, le Doc ONP. Et pour les mauvaises surprises, le Doc ONP, tu ne seras pas surpris. J'ai envie de pointer du doigt les Wizards de Washington. Les Wizards de Washington, le Doc ONP, moi je les attendais en playoff. Une équipe qui était une belle équipe sur le papier, avec des vétérans, avec des jeunes, avec une belle cohésion, des noms, une équipe sur le papier qui faisait plaisir à voir. Et puis patatras, des blessures, une alchimie pourrie, des bagarres aussi. Il y avait des bagarres aussi, hein, des joueurs qui voulaient se battre sur le terrain, dans les vestiaires, des joueurs qui voulaient s'en aller, etc., des rumeurs de transfert. Bref, la véritable catastrophe. En tout cas, numéro 1 du côté de la conférence Est. J'ai envie de nommer les Wizards de Washington. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi personnellement, vous savez vous-même que j'avais pointé cette équipe comme une belle construction, un beau travail de la part des GM. J'étais plutôt confiant parce que j'étais satisfait de leur travail. Et contrairement aux autres, ils n'ont pas su faire face aux pépins physiques, ils n'ont pas su faire face aux périodes difficiles parce que toute équipe connaît, on le dit, la saison régulière. C'est une gestion de temps fort et de temps faible. C'est une gestion de la santé, du physique, parce que c'est long et c'est pénible. Il faut s'accrocher quand c'est dur et essayer d'enchaîner. Mais ils n'ont pas su faire ça. John Wall, je pense que son physique a peut-être lâché, mais c'est dû à plein de choses. Hein. À un moment donné, quand l'atmosphère n'est pas bonne autour, et je pense qu'il y a des trucs que des joueurs doivent pas faire ou doivent faire, qui font que voilà. John Wall a été absent, Dwight Howard a été absent, mais le reste de l'équipe pour moi était suffisante pour au moins empêcher Détroit ou bien Brooklyn d'aller en play-off devant eux. Le reste de l'équipe, surtout que c'est une équipe qui marquait beaucoup de points et ils avaient trouvé des éléments quand même intéressants pour venir, des éléments d'expérience. Donc ils ont lâché. Moi, ça me déçoit parce que je me dis, si vous voyez bien, ils lâchent il y a 2 semaines parce qu'ils sont pile poil comme Miami, Orlando et les Hornets. Ils sont dans cette vague-là, mais eux, ils ont lâché complètement en perdant contre des plus petits, des défaites bizarres. La semaine dernière, ils sont allés même perdre contre Chicago ou contre New York. Pourtant, ils mettent tous leurs joueurs sur le terrain. C'est pas comme si ce sont les joueurs de la J-League, mais ils perdent des matchs contre des équipes improbables. Et je suis très très déçu de Washington. Moi, en tout cas, tout est à refaire. Là-bas, c'est un chantier monumental. Ouais, on rappelle que le propriétaire avait viré le GM. Il a viré le GM et il est en train de rechercher un autre GM. Les Wizards du 11e de la conférence Est avec 32 victoires pour 49 défaites. Missy, les Wizards aussi une déception pour toi? Les Wizards de Washington. C'est la grosse déception. Cette équipe, il y a moins d'1 an, ils étaient quand même en bagarre. Ils étaient en bagarre avec les Celtics, playoff. Et les matchs avaient été plutôt bons. C'est une équipe bagarreuse, une vraie équipe bagarreuse. Cette équipe bagarreuse, on ne l'a pas retrouvée. Ça part déjà du recrutement. Vous recrutez quand Dwight Howard sans aucune garantie. C'est un recrutement, c'est catastrophique. Quelqu'un qui est fantomatique, que vous ne voyez pas. Il n'y a pas de prévision, de plan qui revient. Le vestiaire est complètement en dessous. C'est pas la première fois que ça arrive à Washington. Hein. Les histoires de vestiaire avec Gilbert Arenas, Washington a déjà connu ça. Ouais.
Washington, c'est pas la première fois. Mais on attendait mieux quand même de cette équipe. On attendait mieux, ça, c'est clair. Oui. On attend mieux parce que c'est quand même l'équipe de la capitale. Ouais. On le dit pas assez. Washington, c'est le centre névralgique, le centre politique des États-Unis. Donc une équipe comme ça. Et puis Washington a sorti énormément de très bons joueurs, même s'ils ne sont pas Washington. Washington, c'est une terre de basket. Dans une terre de basket, vous vous dites comment on peut jouer au ciment. Au ciment, il y a un match qui est très symptomatique de ça. Vous vous souvenez du match entre les Raptors et Washington, ou un superbe match, mais où Bradley Beal doit porter toute l'équipe à bout de bras. En plus, Washington, en cours de saison, s'est débarrassé de quelques joueurs capables de les porter, avec Lagnac, Kelly Oubre Jr., Otto Porter. C'est quand vous ne misez plus sur les jeunes. Maintenant, pour eux, il faut reconstruire totalement. Oui, voilà. Il faut reconstruire pour cette équipe des Wizards de Washington. Une autre équipe de la conférence Est qui nous a franchement déçus. En tout cas, moi, elle m'a franchement déçu. Vous me direz ce que vous en pensez, ou alors vous me direz si pour vous ce n'est pas si important que cela. Je crois que la dernière place des Knicks de New York à la conférence, dans cette conférence Est, avec 16 victoires pour 64 défaites, moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à avaler. Je n'arrive pas à avaler ce bilan du côté des Knicks de New York. En début de saison, j'attendais beaucoup mieux. En tout cas, autant je suis surpris et heureux de voir le Magic d'Orlando en playoff, autant lorsque je vois le Heat de Miami ou les Wizards de Washington ou encore les Hawks d'Atlanta à la 12e place, j'ai très mal quand je vois les Knicks de New York à la 15e place, à la dernière place de cette conférence Est, 16 victoires pour 64 défaites. Avec une saison une fois de plus bizarre, le français, comment son nom a sauté de mon cerveau, Frank Tilikina, qui a encore passé une saison à oublier une fois de plus pour Frank Tilikina. On avait tellement d'espoir pour lui en début de saison avec David Fisdale qui avait l'intention de faire de lui une sorte de Scottie Pippen. Il faut le dire, David Fisdale, il voulait modeler Frank Tilikina comme une sorte de Scottie Pippen. Voilà, bon, on va dire que les exigences étaient peut-être un peu trop élevées pour David Fisdale. Il n'a pas vraiment réussi à modeler la saison du jeune homme. Vous me direz qu'il y a eu les blessures, mais au-delà de ça, le caractère du français aussi, ou peut-être son profil de joueur ne cadre peut-être pas avec la philosophie de Fisdale. Et on rappelle aussi la mauvaise saison des autres joueurs. On rappelle la blessure on pense aussi de l'épisode avec le départ de Tim Hardaway Jr. au Mavericks de Dallas, le départ de Kristaps Porzingis, autant de choses qui nous ont déçus aux Knicks de New York. On va faire commencer par réagir Missy. Missy, les Knicks qui t'ont aussi déçus. Énormément. Les Knicks, c'est comme le PSG. C'est une franchise qui est extrêmement riche, mais une franchise qui est totalement ingérable. Il y a eu Phil Jackson et tout ça. Phil Jackson était parmi ceux qui ont choisi Frank, il y a même eu un très long article sur lui dans le New York Times. C'est quand les jeunes joueurs, quand ils sont à New York, ils se perdent un peu. Et quand vous venez en NBA, et c'est pas quand vous êtes dans les universités ou dans d'autres équipes un peu comme les Frank Tilikina qui viennent de l'Europe, vous faites la hype, on parle de vous. Mais quand vous venez à la NBA, c'est autrement plus difficile. Vous devez travailler 3-4 fois plus. Et Giannis Antetokounmpo, les joueurs en Bible là qu'on voit bon, c'est qu'au bout d'un moment, c'est des gens qui vont à la salle tous les jours. Quand Siakam il n'est pas à la salle, il est devant sa télé, il regarde les matchs et analyse les vidéos. Il va regarder où il a mal placé ses pieds et puis il regarde les adversaires pour se dire, lui,
prochaine fois on joue contre lui, il faut pas que je sois surpris. Il faut que je vienne, je fasse bloc sur lui, que je l'empêche de rentrer les tirs. C'est comme ça que les matchs se gagnent. Même maintenant, comme disait coach Figel, il disait mais je ne peux pas lutter contre les jeux vidéo. Quand vous récupérez vos joueurs le matin d'un entraînement, ils n'ont pas dormi, ils sont fatigués. Vous ne pouvez pas les avez sous la main. Mais quand ils ne vont pas au charbon, il n'y a pas de cohésion. Les meilleurs c'est compliqué. Le peu de meilleurs joueurs des Knicks qu'on a vu cette année qui ont montré un peu quelque chose. Il y a Lonzo Robinson, il y a Lonzo Trier, le petit là non drafté comme ça qu'ils ont signé un contrat. Il y a Robinson, le fameux Robinson là qui ne sait pas qui est Hakim Olajuwon et qui fait des balles. Oui, mais c'est... Donc lui, ses coéquipiers se sont moqués de lui. Plutôt que de se moquer de lui, il ferait mieux de jouer aussi. Donc, voilà. Le Doc Onpi. Oui, vas-y, après le Doc, vas-y. Mais c'est inadmissible que cette franchise de New York soit dans cet état-là. Oui, ça c'est sûr. Il n'a pas l'intention de vendre, mais il faudrait qu'il soit bien entouré une fois de plus. Et ce qui est mauvais, c'est que le ancien coach de Memphis, David Fizdale, n'est jamais parvenu à trouver l'alchimie et à faire les bons choix. Un coup, je mets un tel dans le 5, un coup, je le retire. Même les derniers temps, quand Ernest Canter était là, il ne jouait plus. Aujourd'hui, il fait le bonheur. C'est terrible. Faisons la passe au Onpi. Sur les Knicks. Laissons parler de Onpi. Le Doc, concernant les Knicks de New York, comment tu as envie de réagir? Est-ce que pour toi, c'est une déception alors tu te dis, bon, c'est pas ton problème, tu t'en fous? Voilà. Oui, moi, j'attendais pas grand-chose d'eux. Hein. J'attendais pas grand-chose. Tu les voyais à la dernière place, toi? Le mauvais travail pour moi l'été dernier. En début de saison, ils n'avaient pas fait venir les éléments qu'il faut. Ouais. En cours de saison, ils sont allés prendre des gens de Dallas que Dallas ne veut plus payer. Dès la blessure de Kristaps, moi, dès qu'ils ont précisé que sa saison était morte, pour moi, j'avais enterré New York. Hein. Je me disais, bon, après être dernier comme ça, c'est assez dur, mais je m'attendais pas, franchement, nettement plus. Franchement, je me disais, ça va être dur pour eux, c'est jeune. Et pour tout vous dire, Frank Ntilikina, c'est beau d'être drafté par une franchise mythique, mais c'est pas celle qui lui va quand tu connais le jeu du petit là. New York est tellement à la recherche de famous, d'action. Regardez quand Njonia, lui, qui a fait le contre sur LeBron James là, quand il a fait le contre sur Giannis, on retient plus ça que le jeu de Ntilikina qui est collectif, qui est tout en sacrifice. Ils veulent des gens qui vont ramener de l'action et faire rêver le public. Moudier de temps en temps fait briller avec des actions et il est encensé et ce genre de choses, mais Ntilikina pour moi doit quitter Ntilikina franchement dans une équipe comme les Bucks où il y a des joueurs qui sortent du banc, qui font leur boulot proprement et sont appréciés. Voilà ce genre d'équipe. Le genre d'équipe où le collectif, comme à Denver, où le ballon tourne, même le joueur qui ne marque pas est très utile. Oui, mais New York, pour moi, j'ai peur pour lui. J'ai vraiment peur pour lui parce que déjà, New York recherche que du fame encore pour l'année prochaine. New York ne cherche pas à construire. New York, je veux absolument ramener des stars pour que le public revienne en plus au stade et rêve. Donc, comme tu as prononcé Frank Ntilikina, ce genre de joueur qui aime le basketball à 5, le basketball à 8, où le 8e homme sert, j'ai peur pour lui que ce ne soit pas l'équipe qui lui faille. Oui, clairement. D'accord. Est-ce que tu as alors est-ce que tu as envie de citer une équipe parmi les mauvaises surprises d'Open Pierre en conférence Est, je précise?
Oui, mais en conférence Est, je serais déçu que la Nouvelle-Orléans n'aille pas en play-off comme cette partie-là. Ouais. Parce que c'est pas surtout la faute des joueurs. Hein. C'est pas surtout la faute. Moi, je pense que les dirigeants, comme on a pointé du doigt le travail de Michael Jordan et de ces gens, c'est pas terrible le travail qu'ils font. Il y a des erreurs que moi, je me suis dit non, ils doivent pas le faire. Après, sur le moment, il se débrouille. C'est pas un coin. Certes, il a joué à l'université là-bas, mais c'est un coin universitaire, mais c'est pas un coin pour moi NBA qui attire. On a vu leur public déjà au All-Star Game. Ça donne même pas envie à un joueur de dire j'ai envie d'aller faire rêver ce public. C'est un public qui rêve pas. On dirait que c'est des bobos qui se cherchent au stade, ils comprennent pas grand-chose. Pourtant, ils ont avec l'université de North Carolina, ils ont quand même l'une des plus prestigieuses. Ils connaissent un peu le basket, mais le travail de ces gens, ils ont donné beaucoup d'argent à des joueurs à qui il fallait pas. Pour moi, ils ont donné beaucoup d'argent à des joueurs à qui il fallait pas. Ils ne sont jamais allés chercher un intérieur dominant parce qu'ils ont pris le meneur dominant. Mais on l'avait dit, hein, moi dans ma rubrique l'année dernière, ceux qui se rappellent, la construction des équipes, beaucoup prennent sa part du 1 et du 5 et tu entoures. Sinon, actuellement, beaucoup font au moins le 3. Il faut que le 3 soit très très bon et le 1 soit important. Mais pour moi, eux, ils ont pris le 1 et on voit un petit peu avec Oladipo chez les Pacers, ils ont conservé Miles Turner qui était un bijou et ils ont gardé Thaddeus Young. Mais là-bas, donner beaucoup d'argent, prendre le contrat de Bismack avec beaucoup d'argent, je dis pas qu'il sert pas, mais il prend beaucoup d'argent et donner beaucoup d'argent à Batum, c'est énorme. On peut me dire qu'il sert, mais c'est énorme, ça empêche de recruter d'autres gens intéressants. Donc, donner beaucoup d'argent à Malik Monk. Et bon, Parker est venu pour un petit contrat, mais pour moi, le travail de leur front office n'est pas terrible. Ouais. Pourtant, beaucoup de joueurs peuvent être attirés par le nom de Jordan sous leurs ordres pour les conseils. Mais non. C'est une équipe qui t'a aussi... Parce que eux, on ne peut pas dire que ce sont les blessures qui les ont tués. Moi, autant je peux même dire Washington n'a pas su réagir aux blessures du poste 5 et du poste 1 qui étaient là. Ils ont perdu le 1 et le 5, mais les autres, pour moi, je leur reproche leur état d'esprit. On dirait qu'ils ne veulent pas. Mais là, à Charlotte, le jour où Kemba et Jérémy Limb, c'est Jérémy Limb. On compte sur lui. Malik Monk, sa saison, c'est Jérémy Limb qui est le lieutenant. Et si Limb ne va pas, Kemba est seul. Ça se peut pas. Ça ne se peut pas. Kemba, il ne peut pas tout faire. Donc moi, je suis très déçu par cette franchise qui, pour moi, avait de quoi. Parce que Phil, quand tu regardes derrière eux, les Hawks, la jeunesse, c'est de l'avenir. Très bonne surprise, quand on parlait des surprises, Hawks comme à l'ouest, tu as parlé des Kings. Oui. Les Hawks, très bonne surprise, ça va faire mal s'ils restent comme ça et qu'ils réussissent à combler. Les Bulls, c'était très faible, ils ont perdu trop de joueurs par blessure, leurs meilleurs joueurs. Les Cavs, les Knicks. Donc, les Hornets, derrière eux, il y a plus faible, il n'y a même pas plus fort, donc c'est une vraie déception. C'est une vraie déception. Ils n'ont pas réussi à faire mieux que les forts de leur conférence. Même les Pistons ont fait mieux qu'eux. Même le Heat est en train de faire mieux que c'est pas normal. Ouais. Mais si, est-ce que tu vas dans le Sandrock Doc ou tu as une autre équipe qui t'a déçu à l'Est? Moi, j'en ai au moins deux. Vas-y. Les Hornets, c'est quand même... c'est quand même de se dire, c'est la franchise possédée par le joueur le plus dominant de l'histoire de ce sport et de se dire qu'elle est aussi mal au point. C'est comme l'a dit Simon, Kemba Walker, il est beaucoup trop seul. S'il n'y a pas Jérémy Lamb, par exemple, dans les matchs face à Toronto et tout ça, c'est Jérémy Lamb qui prend le tir de la gagne. Et leur fin de saison qu'on voit là où ils sont à peu près, Kemba est à peu près partout avec Jérémy Lamb qui de seconde bien. Il n'y a pas lieu que dans cette franchise que les joueurs comme les Malik Monk était tout simplement
dans les meilleurs lycéens des États-Unis. Il était parmi les meilleurs jeunes. Il a été à Team USA. Il a été à peu près partout. Et puis maintenant, quand tu prends Batum, c'est un peu, on dit, c'est un peu tout faire sur un terrain. Mais au bout d'un moment, il faut marquer les points. Vous gagnez aussi, c'est parce que vous scorez. Si quelqu'un ne score pas, il te faut ses points par quelqu'un d'autre qui est capable de prendre en charge son scoring. Telle est la question. Oui. Je peux le dire. Si quelqu'un ne score pas, c'est quelqu'un d'autre qui doit faire ses points. Parce qu'au bout d'un moment, les équipes qui perdent, c'est les points. Donc, c'est les points pour lesquels ils n'ont pas les scoreurs. Oui. Ils n'ont pas les... Il faut ça. Et puis moi... Et l'autre équipe qui t'a... Oui, l'autre équipe, oui. C'est quand même Cleveland. Tu t'attendais à ce qu'il se passe beaucoup mieux après le départ du King LeBron James. Après le départ de LeBron James, pardon. Vas-y. Oui, moi, je suis pas surpris. Oui, vas-y, Missy, vas-y. Vas-y, Missy. Ils ont certes joui de malchance, mais les GM... Tu attendais mieux. Mais je dis surtout que le départ de LeBron James, il faut quand même prévoir quelque chose. En se disant, il va peut-être partir. Faut pas être attentiste. Ils ont été beaucoup trop attentistes. Tu sais, quand le premier départ de LeBron James, on sait ce qui s'est passé. Moi, je m'attendais pas à mieux. Hein. Moi, je voyais déjà le répétiteur. Moi non plus, je m'attendais pas à mieux, mais il devait pas finir là. Pendant 3 ans. Effectivement. Vous avez joué pendant 3 ans la finale. Je suis d'accord avec toi. Sur les 4 dernières années, c'était eux. Certes, ils en ont gagné une un peu miraculeusement, qu'on se le dise. 2016, c'est une vraie anomalie de l'histoire. C'est les Warriors eux-mêmes qui se tirent une balle dans le pied. Certes, Kyrie prend le tir de la gagne, mais vous pouvez pas avoir perdu Kyrie et LeBron James sans que vous n'ayez aucune réaction. Il faut réagir et préparer les choses. C'est celui il faut pas attendre le jour même pour commencer à dire qu'est-ce qu'on fait. Les 4 très mal gérés de J.R. Smith, le gros contrat qu'on donne à l'autre là. Comment il s'appelle, le Canadien, là Wiggins? Non. Tristan Thompson. Christian Thompson. Oui. Christian Thompson, c'est quoi? C'est quelqu'un, il vient, il a pris quelques rebonds, fait quelques bons matchs. Il a bloqué le processus en se disant, je viens pas. Il venait pas à la pré-saison et il les a obligés. Et puis on a fini par lui donner le gros contrat. Les Warriors, quand ils viennent au final, ils disent on va mettre en place, on va attaquer le point fort à l'époque de Cleveland, Christian Thompson. Les Warriors, ils ont pris l'option, ils attaquent vos points forts et vos points faibles. Quelqu'un qui est tout le temps, qui va scorer beaucoup, être sur votre tête, vous le rendez inoffensif. Quand vous l'avez rendu inoffensif, les autres équipes se disent c'est possible. Et puis toutes ces histoires sur basket. Ça s'est trop reposé pour moi ici, pour les Cavs. Ils avaient l'effectif pour aller matcher. Franchement, Détroit ou bien Miami n'ont rien de plus que eux quand on parle d'effectif papier. Sur le papier, franchement, en début de saison-ci, n'oublions pas que certains qui sont partis étaient encore chez eux. Je pense à Rodney Hood, par exemple, et que quand tu as Kevin Love, tu as Tristan Thompson qui était l'un des meilleurs rebondeurs offensifs de la ligue, si c'est pas le meilleur. Tu as Kevin Love et Sexton et J.R. Smith qui n'a même pas joué de la saison. On ne sait plus trop pourquoi. On dit blessure, mais c'est pas la blessure. Je pense qu'il était non grave. Il a dit qu'il voulait plus jouer de toute façon là-bas. Il y avait Zizic qui était encore là. Donc, Lance Junior, Larry Nance, encore là, Clarkson. Et
Je pense qu'il y a un truc qui s'est frité par rapport aux blessures. Tristan Thompson blessé presque toute la saison avec Love. Mais Phil, il y a un truc, c'est un sujet dont on devrait parler un jour. Oui. Pourquoi, après LeBron James, les lieutenants se blessent autant énormément, ou bien perdent leur basket ou se blessent. Je ne sais pas pourquoi. Et certains vont parler. Bosh et Wade ont été lessivés après LeBron James. Pareil ici, dans ce cas-ci, Thompson et Love, on ne sait pas ce qui se passe. Et je vais plus loin. Ceux qui se rappellent, le Cleveland de 2009-2010, avant que LeBron James l'annonce, c'est Antawn Jamison. Antawn Jamison, tout le monde, on le sait bien. Et il Goskas perd tout son basket. Et Varejao, après LeBron James, pourtant, mais beaucoup disent que c'est lui qui les rendait meilleurs. Mais avant lui, certains étaient déjà bons. Pendant lui, ils ont été peut-être meilleurs ou bons. Mais après lui, soit c'est des blessures, soit ils perdent tout, voire c'est les deux. Je ne sais pas. Moi, parfois, je me suis assis sur ça. Je me suis dit, mais il y a de quoi se poser la question. Je ne sais pas. Et surtout les blessures. Je ne sais pas pourquoi autant se blessent après le Cleveland de cette année. Les meilleurs joueurs, le noyau dur de 2016 qui ont gagné le titre, c'est-à-dire Thompson, Love et J.R. Smith, tous hécatombes de blessures à l'infirmier. Pourtant, avec eux, cette équipe pouvait rêver au moins de se battre pour la 8e, 9e place, là, voire même 7e, mais pourquoi autant de blessures? C'est pour ça que Missy, je peux comprendre que pour Missy, ce soit une déception, parce que sur le papier, en début de saison aussi, ils ont le noyau dur de 2016. Hein. Et même les playoffs derniers, ils vont en playoff dernier. L'année dernière, ils vont en playoff, ils sont 3e. Et c'est en partie grâce aussi au noyau dur. LeBron James ne faisait pas tout seul. Il y avait le noyau dur, il y avait les lieutenants. Mais sauf que LeBron, quand il s'en va, on ne retrouve pas les lieutenants, justement. Il n'y a personne pour encadrer les plus jeunes. Et on a vu des matchs, même qu'ils ont fait face aux Sixers et tout ça. Quand tu penses que les Sixers ramaient tout le temps contre cette équipe. Mais cette année, ils ont fait des matchs contre eux qui n'ont pas été mauvais. Dans certains matchs, même maintenant, déjà ce qui a perturbé l'équipe aussi, c'est le débat sur Larry Drew qui voulait un peu plus, comme coach. Et puis c'est la manière dont a été géré Tyronn Lue. Si vous l'avez supporté pendant des années, vous verrez en plus en début de saison. Et puis les mauvais points qu'ils ont fait déjà, quand ils ont fait pour virer tout Derrick Rose, Isaiah Thomas, c'est des joueurs qui peut-être gardés quand LeBron est parti, auraient pu peut-être apporter autre chose. Mais avec des si, on peut déjà refaire le monde. On peut refaire le monde, Missy. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.